Secoué, inquiet, révolté, les Européens ont vécu un terrible week-end, une profonde remise en question, un lâchage en règle des Américains, la fin possible d'une relation transatlantique à toute épreuve, pilier d'un système international depuis la Seconde Guerre mondiale, l'éviction des futures négociations de paix en Ukraine, réaffirmée encore ce matin par les Américains et les Russes, et cet avertissement lancé par Washington qu'il fallait que nous apprenions, je cite, à nous débrouiller seuls. Un choc que nous allons devoir surmonter. On parlera de cette réunion d'urgence de crise cet après-midi à l'Elysée. Mais Mathieu Kerman nous explique pourquoi nous en sommes arrivés là. C'est une claque reçue en pleine figure vendredi à Munich et administrée par le vice-président américain J.D. Vance. Il est important dans les années à venir que l'Europe prenne vraiment en main sa propre défense. Vous n'avez sans doute pas entendu parler de cette expression, le partage du fardeau. La mine grave, les Européens prennent une leçon. Parallèlement, ils reçoivent cet avertissement du chef du Pentagone. Il est temps d'investir, car vous ne pouvez pas supposer que la présence américaine durera éternellement. Et pour couronner le tout, l'émissaire spécial de Donald Trump, Keith Kellogg, annonce que l'Europe sera à l'écart des négociations de paix en Ukraine. À toute allure, Emmanuel Macron bat le rappel des dirigeants européens. Une réunion est prévue cet après-midi à Paris. Acculé, l'Europe a encore une carte à jouer. Il reste un point qui n'est pas résolu, qui est celui des garanties de sécurité. Il ne peut pas y avoir d'accord sur l'Ukraine sans garantie de sécurité. Et c'est là que les Européens peuvent jouer un rôle. Comment l'Europe est-elle défendue ? 100 000 troupes américaines sont stationnées sur le continent. De l'autre côté, si l'on additionne les effectifs des armées de l'Union européenne, plus la Grande-Bretagne, 1 300 000 hommes. C'est difficile de coordonner parce qu'on n'a pas tous les mêmes habitudes. Les pays à l'Est qui connaissent le danger russe ont déjà augmenté leur budget. Dites ça aux Portugais, aux Espagnols qui ne voient pas forcément le danger à leur porte. Ça va être difficile à les convaincre. Il y a ensuite un défi économique dans une Europe désindustrialisée. Aujourd'hui, les pays européens dépensent un tiers de leur budget militaire pour acheter de l'armement américain. Et après 3 ans de guerre en Ukraine, et malgré une réelle augmentation des cadences, l'Europe ne produit toujours pas assez de munitions. En 2024, 1,5 million d'obus ont été fabriqués. En comparaison, la Russie en a produit 3 à 4 millions. Problème d'autonomie aussi. La cellulose de coton, nécessaire pour fabriquer la poudre, est surtout importée des États-Unis, de Chine ou de l'Inde. Surtout, bâtir une défense européenne sans l'Amérique signifie augmenter les dépenses militaires et donc raboter les autres budgets, défi de taille pour des pays parfois lourdement endettés. Et oui, comme le dirait Mathieu, c'est aussi sans compter sur les opinions publiques. On y reviendra, les choses s'accélèrent, je vous le disais, puisque nous apprenons que demain, il y a une réunion entre Russes et Américains en Arabie Saoudite. L'idée, c'est de poser les bases d'une rencontre Trump-Poutine pour négocier cet accord de paix et que mercredi, c'est Volodymyr Zelensky qui arrivera en Arabie Saoudite. Alors, on peut revenir, bien évidemment, sur cette claque ou sur cette leçon donnée par les Américains, Valérie, et puis sur cette réunion, cet après-midi. Alors, petite précision, parce que là aussi, on l'apprend ensemble, c'est une réunion informelle qui doit se tenir cet après-midi avec les responsables européens, le patron de l'OTAN. Il ne devait pas y avoir de déclaration et d'ores et déjà, on apprend que les Allemands feront une déclaration, nul doute d'ailleurs qu'elle sera peut-être suivie. Et les Britanniques aussi. Et les Britanniques, donc nul doute qu'elle sera suivie d'une réaction, d'une déclaration du président Emmanuel Macron. Il y a quelques instants, Benoît Billard disait il fallait que l'on écoute mieux, on aurait été moins surpris. Au-delà de ça, c'est quand même une claque. Oui, mais vous avez raison. Et d'ailleurs, on le ressent tous. Et je crois qu'il y a une forme de gravité quand même qui s'est emparée. Peut-être des opinions, des dirigeants, des politiques. J'entendais sur ce même plateau Raphaël Glucksmann il y a quelques jours qui disait, vous me parlez de politique présidentielle et de candidature, est-ce que vous vous rendez compte de où nous sommes et de ce qui est en train de nous arriver ? Je crois que les cycles en politique internationale sont assez longs en règle générale. Le communisme a duré 70 ans, l'Alliance Atlantique, 80, voilà. Et là, il va falloir inventer autre chose. Donc, le coup est rude, nous voilà un peu groggy, tous. Comme vous l'avez dit, on aurait dû s'y attendre, on aurait dû
mieux écouté Donald Trump. On aurait dû croire qu'il pouvait être élu. C'est ce que vous disiez, Général. Nous l'évoquions avant de rentrer sur ce plateau. Maintenant, on ne va pas pleurer sur le lait renversé. On va partir de l'existant et savoir ce que nous pouvons faire. Je n'ai, moi, qu'un espoir, je ne suis pas une optimiste béate, c'est que l'Europe n'a jamais avancé qu'avec des crises. Celle-là est sans doute une des plus rudes qu'elle ait eu à affronter. Elle va donc forcément avancer. Général, on voit le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Est-ce que c'est le coup de pied aux fesses qu'il nous fallait? Alors, Mathieu Kerman nous l'a expliqué. Le chantier va être difficile, compliqué, mais sinon ce ne serait pas un chantier si tout était simple et rose. Il y a une urgence, bien évidemment, il y a un timing, il y a un calendrier. Pour le moment, on ne fait pas partie du game. Mais est-ce qu'il est l'heure de se réveiller? Oui, et est-ce qu'on peut se réveiller? C'est deux questions tout à fait différentes. Est-ce qu'il est l'heure de se réveiller? Sans aucun doute. Mais n'est-il pas trop tard? C'est un petit peu ça la question, parce qu'une politique de défense, une architecture de sécurité, ça prend des années à se mettre en place. Surtout qu'on est entre 27 et 31, je dirais. Parce que l'OTAN et l'Union européenne doivent s'imbriquer. Donc la difficulté, elle est là. Et ça se fait par des compromis des uns avec les autres. Donc, à un moment donné, quelle va être l'action? Pour l'instant, on parle. Mais on n'a pas arrêté de parler depuis des années. On n'a fait que parler d'un côté et désarmer de l'autre. Le résultat aujourd'hui, dès lors qu'on a considéré que le recours à la force potentielle, qu'une défense forte n'était pas utile pour garantir la paix et qu'on se contentait de faire de la diplomatie et des communiqués et des grandes réunions, le résultat, il est là aujourd'hui. Face à quelqu'un qui ne respecte pas les règles du droit international, comme la Russie, Trump non plus ne respecte pas le droit international. Il rappelle simplement que le droit international n'est valable que s'il y a quelque chose pour le mettre en œuvre. Le droit sans la force n'est rien. Comme la force sans le droit est faible. Mais dans tous les cas, nous sommes dans une situation aujourd'hui où il va falloir se repenser. Le problème, c'est comme je disais il y a quelques instants, c'est peut-être un peu tard. Aujourd'hui, je pense qu'on va beaucoup plus subir qu'être acteur. Donc là, on aura peut-être non seulement un premier coup de pied aux fesses, on aura peut-être d'autres, parce que depuis le temps qu'on les annonce qu'ils arrivent, ces coups de pied aux fesses, on en a eu quelques-uns quand même, mais on n'a pas voulu ressentir la douleur, en quelque sorte. Maintenant, nous sommes dans la douleur, et là, effectivement, j'ai quand même quelques doutes sur les solutions qu'on pourrait trouver pour sortir de cette situation qui est quand même assez grave en termes de sécurité. Alors, je dis assez grave. Moi, je suis pas trop pessimiste. On trouve toujours des solutions. Seule chose que je vois, pour clore le sujet, c'est que nous sommes dans un calendrier qui fait que nous avons une période limitée pour prendre des décisions. Or, qu'il y a des décisions urgentes à prendre. Et là, la guerre en Ukraine est un vrai sujet qui ne peut pas attendre des années. Donc, d'un côté, on risque de perdre. De l'autre côté, on est obligé de subir. Voilà. Donc, aujourd'hui, il faut se retourner. Hélène, c'est ça aussi le problème. On a un timing très, très serré. Dans la résolution du conflit, s'il y a résolution, mais ça, c'est peut-être tant mieux. On verra ce qu'il en ressort, bien évidemment, mais par cette pression ou ce lâchage américain, parce que tout va vite. Si on écoute les responsables de l'administration Trump, c'est même déjà fait pour eux. Oui, parce que pour l'instant, ce qu'ils disent, c'est que les Européens ne participeront pas à la discussion. Alors, je crois qu'il y a juste Marco Rubio qui a essayé de rassurer un petit peu lors d'une interview à la presse américaine, dire non, finalement, ils feront peut-être partie quand même du jeu. En fait, il y a une pression qui est mise. La question qui est posée aux Européens par les États-Unis, c'est quel prix vous êtes prêts à payer pour participer à ces pourparlers. Et ce qui est intéressant, c'est que le Financial Times disait qu'un document avait été envoyé au gouvernement européen en leur disant, bon, très concrètement, vous mettez quel armement, vous mettez quelles troupes, vous mettez quelles dispositions pour garantir votre sécurité et la sécurité de l'Ukraine en Europe. Donc c'est à ces questions qui sont extrêmement concrètes en fait que les Européens doivent répondre. Avec cette réunion, sauf qui peut en quelque sorte, qui est organisée cet après-midi, la grande question c'est est-ce que quelque chose de concret peut sortir de ça? C'est toute la difficulté pour nous. Il y a des questions économiques, pas seulement, il y a la question des opinions publiques. Si vous discutez avec des Français, y compris des militaires, personne ici n'est prêt à envoyer des troupes ou ne s'imagine le faire dans un temps très court en Ukraine pour défendre notre sécurité. Donc les enjeux, ils sont énormes, il va falloir aller vite et répondre à des questions extrêmement précises et concrètes qui ont un coût. Alors c'est intéressant parce que on a réussi à se procurer, on le verra tout à l'heure dans LCI Midi, ce document envoyé par les Américains. Alors oui, c'est une checklist, pratiquement comme si on prenait l'avion. À nous d'y répondre. Peut-être que nos responsables européens y répondront cet après-midi. Mais on reconnaît là le pragmatisme américain. C'est oui, non, combien. Et avec l'idée qu'eux vont porter nos réponses lors peut-être une négociation avec les Russes. Donc c'est là qu'on voit à quel point l'Europe est quand même... Oui, on sera là pour faire le service après-vente. C'est à peu près la place que nous donnent les Américains. Valérie. Je veux juste rajouter, j'entendais Ursula von der Leyen qui a enfin accepter une revendication de longue date française, c'est que les dépenses
de défense ne soit plus dans les critères de stabilité, les fameux 3% de déficit. Au temps de la guerre au Sahel qu'avait lancé François Hollande à la demande du gouvernement malien, il avait demandé à ce que ces dépenses de défense ne soient pas incluses dans le déficit. Ça n'avait pas été possible. C'est pour ça que je dis, vous avez raison, la situation est assez grave, mais pas encore désespérée. Les choses bougent et bougent d'une certaine manière, parfois, on l'a vu côté américain et côté russe beaucoup plus vite que ce qu'on imaginait, mais côté européen, on voit que là aussi, il y a des formes d'accélération. Alors, s'il y a des formes d'accélération, il y a aussi des formes de combat, il y a des duels, je vous le disais, et c'était pas prévu que, normalement, à l'issue de la conférence ou de la réunion de cet après-midi à l'Elysée, les Allemands prendront la parole depuis le palais présidentiel, les Britanniques aussi, nul doute que la France le fera certainement. Écoutez, Frédéric Merz, c'était hier, il y avait un débat télévisé âpre sur la position de l'Allemagne dans cette guerre, notamment face aux Américains et face aux Russes. Voilà ce qu'il disait, critique sévère, dure contre l'actuel, pour quelques jours encore, chancelier allemand. Avec la politique que vous avez menée ces 3 dernières années en matière de défense et de politique étrangère, nous ne sortirons pas du rôle dans lequel nous nous trouvons. Nous devons devenir forts en Europe. Avec tout le respect que je vous dois, le fait que ces réunions des derniers jours et des dernières semaines se déroulent à Paris, qu'Emmanuel Macron ait pris les rênes de l'action et que le chancelier allemand n'y soit qu'un invité pour quelques heures tout au plus, n'est pas le rôle que j'envisage pour l'Allemagne dans un tel débat. On le dit, ça commence à jouer des coudes pour prendre une place dans ces négociations et peut-être, concernant l'Allemagne, essayer de sauver ce qui est encore sauvable. Oui, alors il y a 2 choses déjà plus largement par rapport à ce qui a été dit avant. D'abord, l'Europe fait ce que sait faire l'Europe, c'est-à-dire commencer par prendre le problème par le mauvais bout, qui est le problème des capacités. Le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, il y avait un seul consensus réel en politique étrangère en Europe, c'était le lien transatlantique. Si ce lien transatlantique disparaît, qui va arriver à parler au nom de l'Europe ? Depuis la présidence de Charles de Gaulle, les autres pays européens, à commencer par les Allemands, ne veulent pas que ce soit la France. L'Allemagne, on sent très bien qu'elle est très empêchée à parler au nom de l'Europe. Et quel va être l'intérêt de l'Allemagne quand ces entreprises vont rappeler le coût de l'énergie depuis le début de la guerre en Ukraine, l'intérêt pour elle du marché américain, alors que c'est une économie exportatrice. L'Italie a aussi des ambitions. Donc en fait, les pour l'Allemagne, Européens, on l'a encore vu ce week-end, les chiffres du chômage, les fermetures d'entreprises. Et les Britanniques là-dedans, qui ne sont plus dans l'Union européenne, mais qui se sont servis depuis le début de cette guerre en Ukraine pour aussi réaffirmer une forme de leadership et d'implication, notamment vis-à-vis de l'Europe de l'Est. Donc en fait, l'Europe aujourd'hui est en ordre dispersé. L'Europe géopolitique, ça n'existe toujours pas. Il y a des nations européennes qui ont perdu la seule chose qui les réunissait, qui était le lien transatlantique, et qui aujourd'hui vont devoir redéfinir un intérêt commun. Et ça, je ne suis pas sûr que ça puisse se faire dans l'urgence. Donc je crains qu'en fait, on soit dans la symbolique, mais que derrière, ça masque, en fait, et assez mal, de profondes divisions de l'Europe. Alors, ces divisions, on va y revenir et on va se poser 2-3 questions. Quand même, l'Europe a-t-elle les moyens de se défendre sans les Américains ? C'est un peu la question qui se pose aujourd'hui. Que restera-t-il de l'OTAN si Washington décide tout simplement de se retirer de l'Alliance ? Et quelle est la réalité de l'Europe de la défense dont nos responsables politiques appellent depuis des lustres de leurs vœux ? Si on se pose la question, c'est qu'il y a urgence. Vous l'avez bien compris, et cette urgence nous est tombée dessus comme un coup près ce week-end. Écoutez cette administration américaine qui a décidé de ne pas faire de quartier. Il est important dans les années à venir que l'Europe prenne vraiment en main sa propre défense. Vous n'avez sans doute pas entendu parler de cette expression, le partage du fardeau. Il est temps d'investir, car vous ne pouvez pas supposer que la présence américaine durera éternellement. Alors l'autre mise en garde, elle nous vient de Kiev. Le président Volodymyr Zelensky, lui, il a compris qu'il y avait urgence depuis longtemps. Peut-être que c'est le premier qui a réussi à avoir une vision claire de cette Europe, notamment de l'Europe de la défense. Écoutez-le. Vous avez adressé un message au vice-président Vance sur les conséquences potentielles d'un retrait de l'OTAN. Ce sera la destruction de l'OTAN. Pourquoi ? Parce que sur les 80 brigades en Europe,
Et je ne parle que de l'OTAN en Europe. Plus de 30% sont des États-Unis. Si je regarde l'armée russe, je vois qu'elle a 220 ou 250 brigades. Donc si l'Europe n'en a que 50, le risque que la Russie occupe l'Europe est de 100%. Si les États-Unis se retirent de l'OTAN, la Russie occupera l'Europe ? Oui. Constat implacable. Alors, ça réagit quand même un peu sur le plateau. On va voir si les prédictions de Volodymyr Zelensky à dessein sont vraies ou non. Mais d'abord, on va poser les bases de notre discussion. Chère Laura, merci de nous avoir rejoints. Cette question, c'est un peu notre parapluie pour nous protéger des Russes. L'OTAN, que pèsent les États-Unis militairement dans l'OTAN, Laura ? Une certitude, les États-Unis sont le premier contributeur de l'OTAN. Une domination qui s'illustre dans le partage des tâches. Alors qu'ils ne sont pas censés contribuer à plus de 50% d'une capacité militaire, ils dépassent ce seuil dans plusieurs domaines, comme la défense antimissile ou encore la mise à disposition d'avions furtifs F-35, qu'ils sont les seuls à posséder. Ils sont aussi ceux qui ont le plus de réserves et seraient donc les plus endurants en cas de conflit, du fait de la puissance de leur appareil productif militaire. À titre de comparaison, les États-Unis possèdent le plus gros budget défense au monde, 968 milliards de dollars par an, contre 457 milliards de dollars pour toute l'Union européenne. C'est moitié moins. Environ 100 000 soldats américains sont aujourd'hui déployés en Europe, une présence renforcée après le début de la guerre en Ukraine. Un record depuis la guerre froide, avait précisé la précédente administration américaine. Cette présence semble désormais menacée. Selon le New York Times, les responsables européens s'attendent à ce que des dizaines de milliers de soldats américains soient retirés d'Europe. La seule question étant de savoir combien et à quelle vitesse. On a bien entendu tous depuis quelques jours le secrétaire d'État à la défense, Laura, américaine, en disant qu'il va falloir que l'on apprenne à vivre différemment, nous les Européens, à faire différemment. Alors, est-ce que les États-Unis peuvent véritablement partir de l'Alliance ? Pour le général Jean-Paul Paloméros, ancien commandant suprême de l'OTAN, ils ont déjà pris leur distance. Je le cite, « Ne serait-ce que le fait de faire peser cette menace est une attaque à la crédibilité de l'OTAN. À partir du moment où vous mettez en doute la capacité d'intervention, vous mettez à bas sa raison d'être, la défense collective telle que définie dans l'article 5. » Cette notion de défense collective est aussi inscrite dans un traité européen depuis 2007, le traité de Lisbonne. Article 42.7. Si un État membre est victime d'une agression armée sur son territoire, peut-on y lire, les autres États membres auront envers lui une obligation d'aide et d'assistance par tous les moyens en leur pouvoir. Mais la suite de l'article précise, les engagements et la coopération dans ce domaine doivent être conformes aux engagements pris au titre de l'OTAN, qui pour les États qui en sont membres, reste le fondement de leur défense collective. Plutôt que de faire sans les États-Unis, certains proposent donc de faire avec moins d'États-Unis. C'est la position de Camille Grand, ancien secrétaire général adjoint de l'OTAN, exprimée dans une tribune au Monde au mois de janvier. Sur l'OTAN et les dépenses militaires, écrit-il, Donald Trump a raison de souligner que l'effort militaire des Européens n'est pas encore à la hauteur. Il leur appartient donc d'investir davantage dans leur défense, avec moins d'Amérique, et de mettre ainsi sur la table une révision du compromis transatlantique qui a prévalu depuis 1949. Merci beaucoup, Laura. Voilà qui est complet. Est-ce qu'on peut faire sans, est-ce qu'on peut faire avec moins, général ? D'Amérique, bien évidemment. Non, en fait, la question... Alors, moi, je reviens un peu sur la question de l'OTAN. Sur l'OTAN, oui, il y a des forces américaines, mais elles n'ont été renforcées que lors de la guerre en Ukraine. Elles n'étaient que de 60 000, et ce n'étaient pas des forces de combat telles qu'on les comprend. C'était des forces aériennes, ce sont des états-majors. Donc les forces militaires pour combattre ne sont pas celles que l'on croit. C'était une présence. Ensuite, si vous reprenez le discours, aussi bien d'ailleurs du secrétaire d'État à la Défense que Vance, on voit bien que, c'était dit d'ailleurs textuellement, nous ne quitterons pas l'OTAN. Mais qu'est-ce qu'on demande ? On demande simplement que les Européens assument leurs responsabilités, finalement, de protection et de défense de l'Europe, pour éviter que les Américains soient contraints d'y aller et qu'ils puissent se consacrer à la défense ou au rapport de force avec la Chine, de telle façon que dans le discours de Vance, c'est celui de Vance ou du secrétaire d'État à la Défense, on parle de
contre la Chine communiste. Donc c'est très clair. Ça veut dire simplement, les États-Unis n'ont pas les moyens aujourd'hui de faire la guerre sur 2 fronts. Qu'est-ce qu'ils demandent ? Voire 3 avec le Moyen-Orient. Éventuellement. Donc les Européens, nous sommes toujours dans une guerre d'alliance. C'est dit par Vance, l'alliance sera maintenue. Mais vous assurez votre responsabilité de défense de l'Europe pour éviter que nous, on y vienne. On sera toujours en appui, en gros, en filigrane, puisqu'ils ne veulent pas quitter. Il y aura toujours ce bouclier, en fait. Voilà, le bouclier. Il y aura toujours, et de l'autre côté, Peter Esguet a d'ailleurs rappelé que les garanties nucléaires américaines restaient valides et que l'article 5 restait valide sur le territoire des pays de l'OTAN. Il en a exclu l'Ukraine ensuite. Donc ensuite, les États-Unis se préparent à l'affrontement avec la Chine. C'est très clair. Ils sont dans cet objectif-là. Ils ne veulent pas être distraits de leur mission principale par un front secondaire dont ils considèrent qu'ils ne sont pas les premiers garants. Les vrais garants, ce sont les Européens eux-mêmes. Voilà. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et puis je crois que la notion de fardeau dont on vient de parler, mais ça fait moins plus de 20 ans, 30 ans que j'entends parler du fardeau qui doit être partagé entre Européens et Américains. Mais les Américains ont fermé les yeux. Donc il y a une réalité qui est là, qu'on n'a pas voulu assumer. Donc aujourd'hui, la contribution américaine aux forces, elle est limitée. En revanche, leur domination est sur les matériels et les équipements militaires. Parce qu'ils sont capables de dire « Ah, vous avez des F-35 ? Oui. Attendez, mais non, là, c'est américain. Vous n'avez pas le droit de les employer à tel endroit. » Donc là, on revient à l'indépendance de l'industrie européenne en termes de défense pour être sûr que les Américains ne disent pas un jour « Attendez, vous allez là, je ne suis pas d'accord, vous ne faites pas la guerre à tel endroit avec nos armements, vous vous débrouillez vous-même. » Donc si on a bien compris, c'est un énorme coup de pression, à nous de payer. Si on trouve l'argent pour payer notre protection, notre défense, les Américains ne voient pas d'inconvénient à ce qu'on reste à peu près dans la course ou dans le game. Oui, c'est une guerre commerciale. C'est comme ça que ça s'appelle. Donald Trump est en train de livrer une guerre commerciale à l'Europe. On l'a vu avec la question des droits de douane. On le voit maintenant avec la question de l'OTAN. À chaque fois, j'entendais Catherine Gentil dire ça il y a quelque temps. À chaque fois, Donald Trump, il sort sa calculette et il dit voilà, ça va vous coûter tant. Donc, c'est de cela dont il est question et il va falloir que nous comprenions que la guerre commerciale, elle va se faire, vous avez raison, à tous les niveaux. Et si vous me le permettez, est-ce qu'on peut au moins donner crédit au président de la République française d'avoir quand même été l'un des premiers à parler de la souveraineté, la stratégie, souveraineté militaire, souveraineté de défense, etc. Et de défendre, effectivement, vous avez raison, la défense européenne. Voilà. Il y a beaucoup de critiques qui ont été adressées à juste ou pas titre à Emmanuel Macron, mais sur cette question, je trouve qu'il a été un de ceux qui voyaient le plus loin. Juste, Benoît Billon, ce coup de pied aux fesses, est-ce qu'il peut, on verra s'il est financier, on verra s'il est militaire, mais d'abord, est-ce qu'il peut être là, en fait ? Prenons conscience que notre défense, notre bouclier américain, a un prix et il va falloir le payer. Oui, alors après, c'est... Ça peut être assez rapide. Trouver des fonds, débloquer de l'argent. Enfin, c'est rapide, pardon. Non, mais plus que remettre une industrie de défense en fonctionnement. Oui, mais c'est ça qui compte. C'est encore une fois, comment on jette pas des liasses de billets à la tête de son adversaire. On lui met en face des armes et des soldats entraînés. Tout ça, ça coûte de l'argent, mais ça prend du temps aussi. Moi, Est-ce qu'on peut payer en attendant ? Dans ce cas-là, on achète américain. Enfin, je veux dire, la réalité, c'est celle-là. Ce qui risque de se passer, en réalité, c'est que les Américains n'ont pas dit on arrête d'être les leaders de l'OTAN. Ils n'ont pas dit, effectivement, on quitte l'OTAN. Ils ont dit vous allez payer votre part, et dans ces cas-là, on restera présent. Mais leur attitude montre qu'ils n'ont pas renoncé du tout au fait que c'était eux les patrons. La façon dont ils gèrent les négociations qui vont s'ouvrir avec la Russie montre qu'ils continuent d'assurer le leadership de fait de l'Europe. Donc ce qui risque de se passer, c'est que les Européens vont dire « Ok, très bien, on paye plus » pour que surtout rien ne change. Et donc l'autonomie stratégique, etc., risque de rester un vain mot.